Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau webinaire The Product Crew. N'hésitez pas à vous présenter, à nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous bossez. Salut tout le monde, salut Mathieu, Martina. Ça fait super plaisir de vous avoir. Je crois qu'on attend du monde aujourd'hui. Je vois dans les stats que ça monte vite. On est déjà à un petit 80 pers. On a des gens d'un peu partout, là, Bordeaux, Paris, Toulouse. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à nous dire, voilà, ce que vous faites, où est-ce que vous bossez, et aussi où est-ce que vous êtes. On va être très international aujourd'hui. On va continuer à laisser les gens rentrer. Je vais partager mon écran. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on y est. Voilà, on vient de passer la barre des 100. On est le mercredi 18 octobre à 17 heures. Il est quelle heure chez toi, Vincent? Il est 8 heures du matin. Voilà. Merci d'être là malgré tout. Euh, du coup, on va pouvoir y aller. Merci à toutes et à tous d'être là. Euh, ça nous fait vraiment très très plaisir aujourd'hui en tant que quantité The Product Crew qui est un peu un peu ancré dans l'écosystème produit, design et tech en France. Et puis moi, à titre personnel, de t'accueillir, Vincent. Merci d'être là. Pour la petite histoire, avec Vincent, on s'est rencontrés à San Francisco il y a 10 ans, un peu plus maintenant, quand moi j'effectuais mon stage et toi aussi, Vincent. Mhm. Et on s'est un peu suivi. Et puis là, on a l'occasion de mettre un peu tout ça en lumière. Aujourd'hui, on va proposer un talk un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire chez TPC. Donc d'habitude, on vous prépare des workshops ou des masterclass sur des thématiques très 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 précises finalement. Là, aujourd'hui, on a voulu un peu prendre du recul pour plusieurs raisons. Parce que on vit euh, une période assez particulière dans le monde de la tech et en particulier dans le monde du produit, une grosse période de transformation. On en parle souvent, nous, dans nos talks sur LinkedIn, on fait des workshops autour de ça. Parce que également, Meta est un des acteurs de cette transformation et que euh, la façon dont tu fais du product, dont vous faites du product, est très, est très particulière et on voulait pas forcément se contenter de mettre l'accent sur un seul sujet, mais de balayer pas mal de choses. Et parce que ton profil est très très riche, Vincent, et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à partager, à évoquer, à dire. Donc voilà, on va partir sur quelque chose de très high level, sur un format un peu d'interview, sur un format un peu d'échange. L'idée, c'est que vous puissiez aussi participer de manière interactive, pardon. On va vous envoyer un lien. Vous pourrez vous connecter et puis poser vos questions. On va essayer de rester dans les sujets qu'on évoque, dans les thématiques. Ce qu'on va parcourir, c'est un peu, voilà, ce sur quoi tu travailles, Vincent. Donc, à savoir des sujets qui allient la tech, le produit et des sujets un peu, j'allais dire méta, mais c'est le cas, des sujets de société. Donc, on plongera dedans. Voilà, l'adoption Internet, l'intelligence artificielle, l'environnement également. Ça va être assez passionnant. On a à peu près trois quarts d'heure devant nous, donc ça va être à la fois passionnant, mais en même temps très très dense. N'hésitez pas à vraiment vous connecter sur le lien qu'on va vous envoyer et poser également vos questions et participer afin qu'on retire le plus de richesse possible de ce moment passé ensemble. Vincent, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, ouais. Ouais, je repensais c'est vrai que ça fait quoi, 11 ans probablement qu'on était à SF ensemble. Et bon, même si j'ai passé ces 10 ans
depuis ici, je reviens en France assez souvent et pendant ces 10 ans, il y a vraiment une explosion du produit en France aussi et des startups et toute cette communauté. Donc, c'est super de voir cette grosse communauté qui se met en place et le dynamisme de façon générale en France pour la tech et pour le produit. Ouais, ça va être sympa de discuter un peu tout ça. Complètement, complètement. On est sur un écosystème où je me souviens quand je suis rentré de San Francisco et que c'était en 2011-12 et que je commençais un peu à parler de product, on me voyait comme un ovni et puis petit à petit ça s'est complètement démocratisé, ça a explosé. Et il y a énormément il y a un gros écosystème autour de ça et aujourd'hui la France fait partie des acteurs majeurs dans le monde du produit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment SF se transforme. On va peut-être commencer par une grosse partie qui va nous amener à parler de sujets un peu carrière, Mhm. euh, un peu, et notamment mettre l'accent sur toi, sur ton parcours, ce qui va être assez révélateur. On parlera aussi de San Francisco et de comment est-ce que ça bouge en ce moment là-bas. Et puis derrière, on ira sur une partie un peu plus tech, AI et society. Donc, voilà, je vous propose de plonger dès maintenant dans cette première partie. L'idée là, c'est peut-être de prendre un petit moment, faire un petit step back. Il y aura un peu de franglais aussi pendant ce talk. Désolé par avance. Voilà, c'est inhérent à nos métiers. Et peut-être parcourir ton parcours, toi, Vincent, nous raconter un Mhm. peu, voilà, depuis 10 ans chez Meta, ton parcours assez riche chez Meta et dans la Silicon Valley. Ça marche, ouais. Bah, effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là. Donc Facebook et maintenant Meta depuis 2 ans, quoi. Euh, et ouais, la façon dont je suis arrivé ici, c'est un peu par accident. J'ai eu un parcours école d'ingénieur en France. Je faisais un focus sur les énergies renouvelables à l'époque, ou on appelait ça les énergies du 21e siècle. Il y avait toutes ces technologies d'innovation et un peu apprendre comment l'innovation fonctionne et toutes ces choses-là. Donc, je faisais ça à Polytechnique. Euh, Polytechnique a aussi un système de corps. Je ne sais pas à quel point les gens sont familiers avec ces concepts qui sont assez spéciaux. Mais voilà, un des corps, c'est le corps des mines. Et le principe des corps, c'est en gros, on travaille pour l'administration et pour les grandes thématiques technologiques en France. Et la formation veut qu'on commence par être dans les entreprises pour savoir un peu ce qu'on fait avant de réguler ou avant d'être de l'autre côté. Et donc, euh, et donc, du coup, à l'époque, j'ai fait mes stages et un de ces stages devait être à l'étranger. Et il se trouvait que un des anciens du corps était le directeur du mobile chez Facebook. Donc, c'était en 2012, euh, À, qui était à assez l'époque, étrange ouais, à parce que l'époque, c'est le combien de mobile, personnes? C'est, c'est, ouais, c'est petit encore, d'ailleurs, c'était Facebook pas à du l'époque. produit, hein. Le mobile, Ouais. c'était que des partenariats. Donc, en gros, il y avait des API qu'on ouvrait parce que tout était web. Donc, c'était un site hein, desktop, Facebook à l'époque. Et tout ce qui était mobile était fait par partenariat. On a des API à Nokia, etc., pour qu'ils puissent créer un peu des expériences qui ressemblaient un peu à Facebook, mais sans qu'on construise tout ça de façon native. Et donc, je suis arrivé en tant que stagiaire dans cette équipe. Français, aucune idée de vraiment ce qu'on faisait à l'époque. Enfin, je sais pas, quand je parlais aux gens de je vais bosser chez Facebook, ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire chez Facebook? Enfin, c'est un site web. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu vas changer les couleurs. Enfin, il y avait aussi un peu cette compréhension de qu'est-ce qui est vraiment le produit dans ce type de boîte. Et, euh, et il se trouve que je suis arrivé au moment où c'était vraiment la grosse transition du web vers le mobile. Et donc, il y avait toute cette explosion-là de euh, est-ce qu'il faut créer, est-ce qu'il faut avoir un téléphone, est-ce qu'il faut
que Facebook. Quelle est notre approche à, à l'Internet mobile? Il y avait l'explosion de l'adoption de Facebook dans plein de pays, mais on voyait que ça donnait un peu un plateau parce que juste l'accès à Internet était limité et les opérateurs mobiles n'arrivaient pas à grossir assez vite. Il y avait plein de problématiques stratégiques aussi de quelle est notre position dans l'écosystème mobile. Comment on pense aux operating systems avec Google et Apple, comment on pense à, à notre relation avec les opérateurs mobiles, etc. Est-ce qu'on doit aider les opérateurs mobiles à étendre leur réseau, etc. Et donc je suis arrivé en plein milieu de ça, et donc il y avait plein d'efforts qui se mettaient en place à l'époque, et voilà, j'ai passé 8 ans à bosser là-dessus, sur toute cette transition. En gros, on est passé d'un moment, d'ailleurs, j'ai cette carte, je sais pas, parce un des efforts qu'on a fait, c'était avoir une carte un peu de voir la qualité des réseaux de façon agrégée, voir quelle est la qualité, où est-ce qu'il y avait de la couverture réseau. Et donc, ces 8 ans, en gros, c'est la transition d'un monde soit non connecté, 2G, un peu de 3G, à la fin des 8 ans, c'était 3G partout au moins, la 4G et la 5G qui commençaient à arriver. Évidemment, l'explosion de l'adoption d'Internet et l'adoption de Facebook et WhatsApp, Instagram, etc., où on est passé de centaines de millions d'utilisateurs à plus de 3 milliards d'utilisateurs. Et une grosse chose fondamentale dans cette transition, c'était comment faire en sorte que les gens puissent être connectés et avoir une bonne qualité des réseaux quand on est passé d'un web qui était très texte à image, à vidéo et maintenant voilà, la réalité virtuelle, etc. Donc voilà, j'ai passé 8 ans là-dessus, beaucoup de zero to one, beaucoup de produits. Je suis passé PM, j'ai appris le boulot de PM, j'ai appris à grossir des équipes, à reprendre des équipes qui existaient déjà, donc un peu tous les différents types d'approches. C'est dingue parce Et qu'on se dit pas on se dit pas, Vincent, que Facebook, on creusera un peu un peu la connectivité après, mais on se dit pas que Facebook va travailler de prime abord sur cette question-là de la couverture réseau ouais, un peu partout et notamment dans des pays. Je sais que tu as voyagé un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique, et pourtant c'est une question cruciale, c'est une question fondamentale pour justement l'adoption de Facebook un peu partout. ouais, on en parle, c'est un peu le fil rouge d'ailleurs des 10 ans, c'est un peu quelle est l'intersection entre ces grandes problématiques sociétales de connectivité, de climat, d'intelligence artificielle et de ses impacts sur la société et d'une plateforme comme Facebook et maintenant Meta avec toutes les apps. Quelle est vraiment l'intersection qui permet soit d'accélérer les bénéfices, donc comment on a trouvé plein de méthodes pendant ces 8 ans de vraiment des choses qui marchent bien et qui permettent vraiment d'accélérer l'accès à Internet de façon mesurable. Euh, et aussi comment gérer les problèmes qui viennent, les problèmes sociétaux qui intersectent aussi. Donc, on parlera aussi de la désinformation, du climat. Enfin, voilà. Donc, il y a un peu tous ces aspects-là et c'est un peu le fil rouge d'essayer de penser à cette intersection et d'avoir un impact qui est mesurable et clair. Et un peu penser à quelle est la bonne façon de trouver l'intersection entre ces choses-là. Donc voilà, donc après ces 8 ans-là, euh, c'était un peu le moment 2020, milieu de Covid. Ouais, effectivement, j'avais ce background en énergie renouvelable qui me trottait un peu dans la tête. Mon premier enfant, il y a eu le ciel rouge de SF pendant les feux, etc. Et donc, voilà, j'arrivais un peu à la fin de cette grosse période de connectivité je me suis dit, bon, c'est le moment d'aller faire climate tech. C'était un peu le début de climate tech. Et donc, je me disais, tiens, maintenant, il y a peut-être une intersection entre ce que j'ai appris en produit et en tech et climat. Et je trouve qu'à ce moment-là, Meta voulait créer une équipe climat. Et toutes ces équipes qui étaient focus sur Covid, focus sur tous ces problèmes sociétaux. Et donc, voilà, donc j'ai eu l'opportunité de monter cette équipe-là. J'ai fait ça pendant 2 ans. Euh, et il y a 6 mois, enfin, il y a 9 mois, il y a peut-être presque un an maintenant, il y a Ouais, eu la dans vague un an, il y a un an, ouais. ChatGPT. Donc, Ouais. il y a eu l'explosion un peu de l'IA générative avec aussi ces questions-là de voilà, quel est vraiment l'impact de ces technologies-là, comment on les repense avec tous les modèles qui changent un peu.
comment penser la technologie de l'IA. Et donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre l'équipe Responsible AI. Donc, on en parlera aussi. Et Oui. voilà, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois. Donc, voilà un peu le parcours. C'est passionnant et au milieu de tout ça, tu es quand même dans un environnement qui est à part, San Francisco, la Silicon Valley derrière. Il y a beaucoup encore aujourd'hui de fantasmes autour de ça et de tout ce qui s'y passe, de tout cet écosystème. Euh, on entend aussi parler de voilà des layoffs, du renouvellement, de l'IA. Mhm, Aujourd'hui, toi qui es un peu dedans et qui connais un peu les acteurs locaux, aujourd'hui, comment est-ce que tu dépeins quel regard est-ce que tu portes sur la scène tech en ce moment à San Francisco? mhm. Comment est-ce que ça se transforme en fait? Quels sont les projets qui sont en cours? Ouais. Euh, je sais pas si pour ceux qui sont jamais allés à San Francisco, en gros, San Francisco est sur une baie. Donc, en gros, au nord, il y a le Golden Gate, qui est le fameux pont. Et il y a aussi le Bay Bridge, qui est un autre pont qui permet d'aller sur Berkeley, Oakland et après plus dans la Californie. Et au sud de SF, c'est la Silicon Valley, quoi. Et euh, je mentionne ça parce que quand on arrive à SF par l'autoroute, donc souvent par le Bay Bridge, il y a plein de panneaux publicitaires, souvent des startups. Et donc, moi, je trouve ça assez marrant de regarder l'évolution de ces panneaux publicitaires parce que c'est un peu le thème de la ville. Et c'est marrant à quel point ça change vraiment selon qu'est-ce qui est hot, quoi. Et donc, les premières années, c'était très mobile, mobile, mobile. Il y a eu toute la vague du cloud, il y a eu toute la vague de data science, où, encore une fois, pendant ces 10 ans, on est passé de analytics à data science, et maintenant on parle d'IA, mais c'est un peu tout la même chose, quoi. Euh, il y a eu toute la vague de crypto, où pendant Covid, pendant un an et demi, Ouais. c'était très crypto, Ouais, crypto, crypto. ça a été fou ça. Euh, Ouais, et maintenant, c'est tout IA, 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 partout. Donc, et c'est marrant parce que c'est les mêmes boîtes qui faisaient du cloud ou qui maintenant mettent un peu la vague. J'imagine que la plupart des startups qui écoutent savent que maintenant, ces jours-ci, il faut avoir un slide Generative AI, hein, sinon il n'y a pas de financement. Dans Euh, son pitch deck, mais, faut au moins mettre powered by AI Exactement, ou minimum. .ai, etc. Mais voilà, ça reflète un peu le Ouais. thème et je pense que c'est la force de cette ville, c'est vraiment et de l'écosystème, c'est vraiment de voir les vagues de tech et vraiment d'avoir tout l'écosystème qui vraiment se jette dessus pour découvrir tout ce qui se passe. Et ce qui s'est passé en IA, surtout San Francisco, en fait, avec OpenAI, qui est basé à San Francisco, euh, effectivement, il y a toute l'équipe Meta, toute l'équipe Generative AI est basée à Menlo Park et dans la baie. Évidemment, Google qui a des gros Google bureaux aussi, ouais. ici. Donc, il y a vraiment une grosse explosion liée en ce moment, avec un peu tous les acteurs, donc un peu tous les niveaux. Il y a les grosses conférences, les gros acteurs. Il y avait Connect il n'y a pas longtemps, maintenant on en parlera un petit peu, mais évidemment toutes les différentes conférences. Il y a tous les hackathons dans tous les sens qui essayent d'utiliser ces technologies-là. C'est très démocratique aussi, je pense qu'on en parlera aussi. Genre, ce qui est vraiment incroyable avec toute la vague des LLM, etc., c'est que c'est assez facile en fait de faire un startup. C'est même assez compliqué pour les VC, je pense, de savoir quelle est la taille d'une startup, quel est le financement, parce que les barrières à l'entrée euh, d'accès à la technologie sont de plus en plus faibles. Après, c'est un peu la vague des 10 dernières années, hein, avec tous les outils mobiles, tout, cloud, etc. Mais là, il y a encore une vague où tout l'accès aux bases de données et knowledge base, etc., sont un peu déjà là. Donc en vrai, ça continue à créer beaucoup d'innovations. Donc, c'est un peu c'est un peu le gros thème en ce moment. Mais effectivement, l'année dernière a été très difficile hein, dans la région pour toute la big tech. Évidemment, il y a eu toutes les vagues de licenciements dans les grosses boîtes. Il y a eu
l'explosion des taux d'intérêt qui a fait que c'était beaucoup plus dur pour les startups de se financer. Je pense qu'on est encore au milieu de ça, où c'est un Ouais. peu, voilà, quelle est la bonne façon pour les startups d'avoir un burn rate qui fait qu'elles n'ont pas besoin de se refinancer, prendre un down round, etc. Donc, c'est un peu dans cette phase-là. Et donc, c'est un peu mixte. Les grosses boîtes de tech sont un peu sorties de ça, donc recommencent à recruter. Euh, les startups, ça dépend un peu des secteurs, quoi. Ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ça se transforme en fait. L'écosystème se transforme. Tu parles d'AI, nous on voit ça ici à juste titre. On voit aussi beaucoup de choses autour de la, de la, de la green tech. Qu'est-ce que ça veut dire pour le product management? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi pour la pratique du product management? Est-ce que typiquement on va avoir besoin si on est product aujourd'hui, de se former à l'IA, Mm. tu vois, de rentrer vraiment les deux pieds dedans, de parier dedans, comme il y a 10-15 ans, on avait besoin de parier sur le mobile. Mhm. Tu vois, 3-4 ans sur les cryptos. Bon, heureusement finalement qu'on n'y est pas allé, mais qu'est-ce que ça veut Il dire aujourd'hui reviendra pour la peut-être. pratique? Peut-être, ouais. Ouais. Euh, je pense, euh, je pense pour réfléchir à quels sont, quels sont qu'est-ce que doit faire qu'est-ce que doit savoir faire un product manager, quoi. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs façons d'y penser. Il y a un peu quelles sont vraiment les connaissances ou les skills qu'on doit avoir de base, quoi, qui sont un peu réutilisables, quel que soit le domaine. Et après, effectivement, selon le domaine, si on fait du hardware ou du software ou de l'IA ou on utilise beaucoup d'IA, il va y avoir beaucoup de spécialisation et les techniques de développement de produits. Donc, moi, je suis très biaisé plus software, quoi, et data. Donc les cycles sont vraiment différents que si c'était du hardware ou du hardware avec du software, etc. Donc, je ne peux pas trop parler de ces différences-là. On peut parler plus software, etc., parce que ça, il y a pas mal de techniques spécifiques, mais peut-être c'est peut-être plus intéressant de parler un peu de façon générale, quels sont les bons skills à avoir, quoi. Donc, Ouais. un des bons modèles, moi, j'aime bien, quand je décris ça aux gens dans les équipes ou les nouvelles personnes dans mon équipe, il y a ces trois interviews qu'on utilise chez Meta. On a un peu changé les noms au cours des années, mais c'est Execution, Product Sense et Leadership and Drive. Donc, c'est les trois interviews, en gros, clés pour savoir est-ce qu'on va recruter un PM. Et j'aime bien penser à ces choses-là dans cet ordre, Execution, Product Sense, Leadership and Drive, parce que c'est une bonne description, je trouve, de quelles sont les bonnes choses à savoir faire bien et qui un peu s'ajoutent l'une à l'autre et qu'il faut savoir faire dans cet ordre-là. Donc, la première chose, c'est execution. Donc, execution, c'est vraiment le premier service du PM, quoi. En gros, c'est la personne qui va faire en sorte que les choses soient faites. Et donc, c'est aller dans les détails, débloquer les équipes pour que, voilà, si tu as un ingénieur qui est incroyable, il ne passe pas du temps à faire de la documentation ou à avoir des meetings où c'est pas clair. Si tu as des designers qui sont incroyables, bah, faire en sorte qu'ils soient clairs sur quoi faire. Si je trouve que voilà, ton équipe dev est incroyable, mais ton équipe comms et marketing est pas bonne, bah, tu vas être un comms and marketing person pour une semaine. Si ton designer est pas là, bah, c'est toi qui vas un peu designer. Donc, il y a un peu cette question-là de savoir un peu tout faire, pas évidemment aussi bien que avoir un expert dans le domaine, et être capable de débloquer les équipes. Et c'est vraiment le service principal de base, de fondation d'un bon PM. C'est voilà, toute l'équipe est là. Heureusement qu'on a un PM parce qu'il nous débloque, quoi. Et donc, ça demande d'être capable d'aller vraiment dans le détail des sujets et d'être capable d'abstraire vraiment quels sont vraiment les bloqueurs, quelle est la bonne façon d'approcher une question stratégique, comment aligner les gens sur voilà, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Il y a tout un côté analytics, quoi, comment faire une bonne experiment, comment l'analyser, etc. Ça, c'est exécution. Euh, Celui d'après, c'est Product Sense. Donc, Product Sense, c'est un peu
je ne sais quoi des PM, un peu, c'est un peu genre, oh, voilà, est-ce que. Et les gens ont tendance à confondre le product sense avec un peu Steve Jobs, l'idée, enfin, les PM ont des idées incroyables. Et je trouve les idées, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est d'être capable de penser à un problème de façon euh, from first principles, quoi. En gros, de voir un peu quelle est la bonne façon de réfléchir à un problème, quelle est la bonne façon de regarder toutes les options possibles de façon cohérente et d'être capable de savoir quels sont les critères pour sélectionner quelle est la bonne façon d'avancer. Donc ça, c'est la première chose, d'être capable de vraiment penser à un problème avec tous ces aspects et d'être capable de dire voilà le type d'option qu'on a, voilà les critères qu'on va évaluer, qui sont les bons critères, et essayer de prendre la bonne décision. Là, une fois qu'on sait bien faire ça, la deuxième chose, c'est un peu l'instinct quoi, du PS. Ça, c'est un peu le je ne sais quoi. Ça, c'est d'avoir un peu l'instinct, parce que évidemment, on n'a jamais des données parfaites pour prendre une décision. C'est un peu avoir l'instinct de ah, c'est plutôt ça. Et donc cet instinct, il se crée soit par faire de l'exécution. C'est pour ça que l'exécution est vraiment fondamentale, parce que dans les détails permet d'avoir vraiment l'instinct qui se développe mieux parce qu'on a été dans le détail, justement. Et après, c'est aussi l'expérience d'avoir vu. Donc, quand on commence à se spécialiser dans un domaine, ben, forcément, on a un Oui. meilleur instinct parce on a vu plus de choses. Ça peut aussi être perverse parce qu'on peut aussi finir par voilà, utiliser Développer des des modèles biais. préconçus et un peu. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est product sense. Donc, c'est important de le faire après execution parce que si on commence par product sense et qu'on n'a aucune idée de comment les choses sont faites, bah, on va se tromper assez souvent ou pas regarder les problèmes de la bonne façon. Et Et leadership and drive, c'est un peu. est-ce que Ouais. ça veut dire, Vincent, juste avant de passer à la partie leadership, que toi, lorsque tu évalues, ou en tout cas que tu regardes un CV, tu regardes quand même beaucoup au-delà de l'impact qu'une personne a eu, tu regardes beaucoup la delivery et le côté craftsmanship, quoi. J'essaie de ne pas regarder les CV. Enfin aussi, on a l'avantage dans les grosses boîtes qu'on a souvent des recruteurs qui un peu regardent ça. Mais avant de faire un interview, c'est rare que je regarde le CV. Sauf si vraiment je recrute pour vraiment un domaine spécifique ou je veux vraiment une expérience dans un domaine. Mais pour recruter un PM généraliste, je préfère ne pas regarder justement. Parce que justement, exécution product sense, c'est un peu indépendant. Et justement, les questions qu'on pose, on essaye de vraiment avoir un domaine que à la fois le PM n'a jamais, auquel il n'a jamais pensé. Et nous, c'est pareil. Il faut pas avoir quelque chose où on a un peu un modèle préconçu pour vraiment essayer de tester de façon pure, vraiment la capacité à prendre un problème et à le découpler et à le découper de la bonne façon et penser vraiment de façon claire. Donc après, il y a le leadership and drive qui est un peu la dernière étape. Ça, c'est un peu où, d'ailleurs, c'est l'interview où on va dans une expérience, on ne fait pas un cas, quoi. Souvent, on va dans les expériences spécifiques. Euh, et ça, c'est vraiment, voilà, il y a un gros problème, il faut le gérer. Ou il y a une grosse évolution, où la stratégie doit changer, il faut un peu changer l'équipe. Ou il faut, dans les grosses boîtes, il faut faire une réorg, quoi. Le modèle ne marche pas, il faut s'aligner avec une autre équipe. Ou ce genre de grosses choses, de changement de culture, de changement de stratégie. Ça, c'est pareil, c'est encore une fois après Product Sense, parce que si déjà on n'a pas la base d'exécution, l'équipe sait qu'on peut exécuter. Product Sense, c'est un peu l'équipe sait que la direction stratégique de façon générale est bonne. Bah, c'est très très dur de réussir à réaligner une équipe et à changer les choses de façon fondamentale. Mais c'est un peu la troisième chose, le troisième boulot d'un PM, c'est d'être capable de répondre voilà, il y a toujours quelque chose qui va se passer auquel on ne s'attendait pas, ou ça peut être victime du succès, quoi. Les choses s'accélèrent, mais il faut changer le modèle, il faut changer la taille de l'équipe, il faut changer la façon dont l'équipe est organisée, il faut changer les priorités, et être capable de gérer ces choses-là et amener l'équipe avec soi. C'est ça pour toi, un bon product leader? Comment Je est-ce que pense tu que c'est les définis ça? trois, hein. Ouais. C'est les trois. Souvent, encore une fois, je pense que souvent, les gens parlent voilà, du dernier aspect, d'être capable voilà, il y a d'amener une grosse équipe, de la porter sur son dos, et un peu ça ou un peu voilà, le PM avec son col roulé noir et à la Steve Jobs qui Ouais. redescend de sa montagne et qui a l'idée incroyable. Et en fait, la réalité,
c'est vraiment pas ça, je trouve. Ce qui fait vraiment un bon PM, c'est vraiment surtout cette base d'exécution et cette base d'être capable de découper un problème de façon claire, plus que le reste. Ok. On a Julien dans le chat qui nous dit trop bien, dès demain, je vais dire à mes PM de faire du design et du code. C'est une façon de C'est voir le truc. dangereux, c'est temporaire. C'est temporaire. Yes. Bon, petite dernière question avant de passer à la partie un peu tech and society. Moi, je voulais un peu avoir ton retour. Toi qui regardes un peu le marché, qui recrute, comment se porte aujourd'hui le marché de l'emploi, product au sens large, hein, product Ouais. design, du côté de San Francisco à la Silicon Valley? Est-ce que tu sens que tu as une belle reprise portée par les investissements dans l'IA? Ouais. Quel type de profil on recherche? Ouais, j'en parlais un petit peu, mais je pense que voilà, les grosses boîtes de tech sont passées par cette grosse phase de licenciement. Euh, Encore une fois, c'était aussi très lié à l'économie. Enfin, les boîtes de tech sont très liées à l'économie réelle, quoi. Ouais. Donc, en fonction de comment se porte la consommation, les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Donc, il y a un vrai impact. Euh, donc, c'est un peu encore dépendant de toutes ces choses-là. Enfin, c'est pas comme si tout le monde est très stable en ce moment. Donc, il y a un peu toute cette question-là où je pense que un peu l'expérience des 2 dernières années, plus le fait que effectivement, les taux d'intérêt sont hauts, fait que de façon générale, il y a un focus beaucoup plus sur être lean, quoi, Ouais. de façon générale. Je Ouais. sais que c'est dur à réaliser d'une boîte qui a 60 000 personnes, mais il y a vraiment ce focus-là d'être lean. Et je pense dans les startups encore plus. Il y a Ouais. vraiment ce gros push euh, voilà, de minimiser. Et encore une fois, c'est là où ce qui est intéressant avec les technologies comme les LLM, etc., c'est que ça permet encore une fois, réduire les structures de coûts pour créer un produit, quoi. Donc, ça permet de réduire les coûts d'entrée, ce qui permet d'avoir un peu plus de capacité à tester des choses sans avoir des gros besoins d'investissement qui sont très durs en ce moment. Ouais, et c'est le cas pour des produits AI, mais pour des produits de type software, là, on voit, nous, l'explosion du no-code, le fait de tester, tu vois, grâce à du Bubble, très rapidement, sa proposition de valeur, même quand Ouais, tu es, tu vois, une grosse boîte et que tu as besoin d'envoyer une nouvelle offre. Ça fait partie un peu de toutes ces pratiques. On a quelques questions, on a pas mal de questions et n'hésitez pas à continuer à les poser sur le Slido, on va vous renvoyer le lien. On passe à la partie un peu tech et society très rapidement avant de parler d'AI et de ce que vous faites aujourd'hui, notamment toi côté ouais, Responsible AI. Tu as quand même travaillé sur des sujets pendant longtemps, notamment le sujet de l'Internet Adoption. ouais. Euh, voilà, rapidement, qu'est-ce que c'est? Quel problème ça résout et concrètement sur quoi, qu'est-ce que t'as mis en place? Quelle initiative est-ce que tu as mis en Ouais. place? Ouais, en gros, bah, la problématique, encore une fois, c'est comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir un accès à Internet qui est de bonne qualité et qui est accessible en termes de coûts et en termes de technologie d'accès, quoi. Donc, on avait tous ces efforts-là qui étaient à la fois voilà, sur comment on fait en sorte que tout le monde puisse avoir un accès qui est acceptable. Donc, de ce côté-là, en gros, une des grosses choses qu'on a faites, c'est un peu l'avantage d'un produit comme Facebook, c'est que c'est vraiment un produit très naturel qui crée, enfin, c'est très clair pourquoi Internet a de la valeur quand on peut se connecter avec sa famille et ses proches. Enfin, les, les réseaux sociaux, c'est des raisons pour lesquelles c'est fondamentalement humain. Et donc, c'est quelque chose d'assez clair qu'il y a de la valeur. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de ces services-là qui peuvent se faire avec très peu de débit Internet. Donc, typiquement, envoyer un message ou regarder du texte. Quand on commence à avoir des images, des vidéos, ça commence à être plus cher. Donc, en Ouais, gros, ce qu'on a réussi à faire, c'est un peu un modèle freemium ou un modèle dans les pays émergents où un des gros problèmes, c'est que voilà, les gens sont souvent payés à la semaine.
Et donc, ils achètent une carte qui permet de gratter avec un code et qui leur donne, je sais pas, 500 mégabits de données. Ils arrivent le jeudi, le vendredi, et ben, ils n'ont plus accès. Et donc, un des gros programmes qu'on a fait avec les opérateurs, c'est comment on fait en sorte d'avoir un modèle qui permet de garder cette connexion et qui permet d'un peu de créer un usage qui est plus consistant et qui permet que les gens soient connectés. Les opérateurs, dans les pays émergents, il y a le churn, donc les gens ont souvent 6 ou 7 cartes SIM, donc c'est un gros problème. Donc les opérateurs sont aussi intéressés par avoir un peu un modèle qui fait que les gens ne vont pas switcher en permanence d'opérateurs pour avoir la dernière offre, etc. Donc ça stabilise un peu et ça réduit les coûts de tout le monde euh, pour pouvoir investir dans les réseaux et étendre le réseau et améliorer la qualité. Donc c'est un des gros programmes qu'on a fait. C'est un programme qui a vraiment permis à des centaines de millions de personnes d'être connectés, d'accélérer leur accès à Internet, etc. Et donc, c'est des choses qu'on a déployées dans beaucoup, beaucoup de pays. Et après, il y a tout un côté plus qualité des réseaux, où là, on travaillait pas mal sur voilà, essayer de donner les opérateurs télécoms, c'est difficile à savoir, mais c'est difficile de se rendre compte, mais ils n'arrivent pas trop à se rendre compte de la qualité vraiment de l'expérience de leurs utilisateurs. Ils ont un peu des données qui sont un peu génériques, mais savoir un peu, voilà, le réseau fait que les vidéos sont coupées ou que vraiment l'expérience est mauvaise. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on agrégeait ça de façon anonyme, évidemment, sur typiquement une zone d'une ville et voir, voilà, la qualité du réseau est vraiment mauvaise. Et c'est peut-être cette, cette partie du réseau qui a un problème, voir un peu quelles sont les techniques pour pouvoir donner des conseils, de voir comment optimiser ça. Donc, il y avait tout ce côté-là qui a permis, pareil, d'améliorer l'expérience Internet juste en réduisant l'asymétrie d'information, en gros. Et les derniers efforts, c'était plus tous les efforts de hardware. Donc, il y avait un peu les Aquila, un peu les drones, etc. Donc, on a testé Ouais, un peu les nouvelles les fameux ballons. technologies. Voilà. Mais ce qui a fini par pas mal marcher, en fait, on a des gros besoins d'amener de la fibre sur les continents entiers. Donc, il y a eu un des gros projets qui s'appelle One Africa, où on a mis un énorme subsea cable. Donc, Internet, c'est fait par entre continents, c'est des grosses fibres qui vont sous l'eau avec des bateaux qui sont absolument incroyables, qui permettent de mettre ça sous l'eau. Et donc, on a fait un énorme câble sous-marin où on arrivait à trouver un modèle où les opérateurs télécoms avaient un accès réduit, un accès moins cher à ces réseaux, et ça permettait de faire, eux, de leur côté, un investissement dans plus les réseaux déployés sur les parties du réseau qu'ils peuvent contrôler. Donc, c'est un peu une façon d'accélérer et trouver des modèles d'affaires qui accélèrent ça. Donc, ça, c'était une des grosses parties connectivity et on a fait plein de tests pour voir qu'est-ce qui marche pas. Donc là, j'ai décrit les quelques choses qui ont très bien marché et qui sont passées à l'échelle, mais il y a plein de choses qu'on a essayées qui n'ont pas marché. Mais ça Ouais. faisait partie aussi de l'expérience, quoi. C'est c'est euh, c'est assez passionnant. Le temps court de manière. Enfin, je suis toujours très, très surpris malgré mon âge de voir à quel point le temps court. Très rapidement, si on voit un peu ce que vous avez fait avant de passer à la partie AI, ce que toi, tu as fait côté sustainability, Ouais. et je pense qu'il y a des questions autour de ça, les gens sont pas mal curieux. Qu'est-ce qu'on fait en fait côté sustainability au Ouais. product management chez Meta? Ouais. Alors, côté tout ce qui est sustainability et climat, donc, il y a un peu la fondation sur laquelle, enfin, un peu la base, c'est tous les programmes qui s'appellent Net Zero. Donc, je ne sais pas à quel point les gens sont familiers avec ces types de choses, mais Net Zero, en gros, il y a des scopes d'émissions. Donc, Scope 1, c'est un peu les émissions directes. Je ne sais pas si tu as des cuisines et que tu utilises du gaz, voilà, il y a des émissions. Si tu as des voitures dans ta fleet en tant que business, voilà, tu utilises des émissions. Il y a Scope 2 qui est un peu si tu as des data centers ou si tu as des buildings, l'électricité qui arrive, elle a une intensité carbone, donc c'est le Scope 2. Et Scope 3, c'est un peu la chaîne de valeur. Donc, si typiquement
voilà, tu achètes des serveurs pour les data centers, ben, il y a un coût carbone pour avoir ces serveurs qui sont produits par la chaîne de valeur. Et donc, Meta, ça fait 10 ans qu'il y a eu un gros développement sur Scope 1 et 2 pour sourcer toute l'énergie de façon renouvelable. Donc, ajouter de la capacité, renouvelable au réseau électrique pour faire en sorte que Scope 1 et 2 soit neutre. Et là, le gros challenge dans les 10 ans à venir, c'est Net Zero sur Scope 3. Donc, comment faire en sorte que réduire vraiment les émissions de toute la chaîne de valeur. Il y a toute une problématique de réduction et un peu d'économie circulaire sur tous les data centers. C'est une grosse partie du Scope 3 chez Meta. Et donc, là, c'est un peu la fondation. Après, il y a la question, qu'est-ce qu'on fait en termes de produits qu'on a? Donc là, c'était vraiment l'idée de regarder quelle est l'intersection entre des produits comme Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Et à la fois les barrières et les solutions climat. Donc, en termes de barrières, il y a vraiment cette grosse question de désinformation, de quelle est la bonne façon de gérer. Au final, il y a la désinformation qui est vraiment néfaste, quoi, juste voilà, les gens qui essaient de changer le débat. Mais il y a aussi juste les gens qui sont confus, quoi. L'accès à l'information, c'est quand même un problème très complexe. Et c'est une des choses, on a vraiment vu que la connaissance de vraiment des problématiques climat, de vraiment comment ça marche, etc., ça reste très complexe. Donc, il y a un des gros efforts qu'on a fait, c'est vraiment démocratiser l'accès à l'information sur ces sujets-là, donc travailler avec des experts et avoir ce qu'on appelle le Climate Science Center qu'on a lancé dans plus de 120 pays, évidemment, de traduire dans tous les pays et avoir un peu les clés fondamentales de comment réfléchir à un problème comme climate change. Il y a tout un problème de crisis response. Donc on a un produit qui s'appelle Safety Check. Je sais pas, j'imagine il y a pas mal de gens qui l'ont vu ou qui l'ont utilisé au cours des années. On active une crise tous les 2 jours au niveau mondial, malheureusement. Et donc, il y a aussi toutes ces questions de comment, en période de crise, toute la reconstruction après un feu, comment faire toute la question de résilience, et donc comment arriver voilà, dans ces moments qui sont souvent les moments où à la fois c'est dramatique parce que voilà, le focus c'est vraiment sur gérer la crise, mais comment avoir un peu l'après-crise ou ces choses-là qui sont vraiment focus sur faire ça de façon résiliente, quoi. Ou comment essayer de faire en sorte que d'autres communautés soient résilientes avant qu'il y ait une crise. Il y a tous ces efforts-là. Beaucoup d'efforts sur un peu l'économie circulaire, des produits comme Marketplace et Buy Nothing Groups. Il y a tous ces efforts-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de startups là-dessus. Donc, un peu comment accélérer ça. Donc, voilà, on regardait un peu sur tous les types de produits qu'on a, quelle est la bonne intersection et comment en gros, tester, est-ce qu'on peut vraiment bouger de façon fortement incrémentale, voilà, soit l'accélération des solutions au climat, soit réduire les barrières d'action ou les barrières de connaissances sur ces problématiques-là. Ok. Alors, j'ai pas mal de questions, mais malheureusement, il nous reste un quart d'heure et on va essayer de vraiment plonger dans l'AI chez Meta. Donc, du coup, Head of Responsible AI, c'est ce que tu fais actuellement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je crois que tu gères une centaine de personnes, tu m'as dit. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi est-ce que vous travaillez et qu'est-ce que vous résolvez comme Ouais. problématique? De façon fondamentale, Responsible AI, c'est un peu la question, c'est comment répondre de façon précise et produit ou technologique aux souhaits ou aux demandes de la société sur l'IA. Donc, typiquement, il y a cinq un peu, on a nos 5 piliers de Responsible AI, donc je vais décrire un peu, qui sont un peu souvent les problématiques de la société se focus sur ces 5 types de sujets. Donc, il y a
toutes les problématiques de privacy and security. Donc, il y a évidemment l'IA, il y a plein de données dedans et donc tout l'aspect de protection des données, differential privacy. Il y a plein de méthodes pour pouvoir faire en sorte que l'accès à un modèle préserve les données qui ont servi à créer ce modèle. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est robustness and safety. Donc ça, c'est ce dont on parle beaucoup en ce moment en Generative AI, mais toutes les questions de voilà, comment tester qu'un modèle va pas pouvoir répondre si tu lui demandes comment créer une bombe ou genre comment faire en sorte que voilà, un peu les risques classiques qui sont d'ailleurs gérés sur les réseaux sociaux tous les jours, hein, comment faire en sorte que quand on crée des modèles ou des chatbots, etc., comment faire en sorte que les réponses soient safe. Donc ça, c'est robustness and safety. Et robustness, c'est important parce que ces technologies-là sont encore... On ne comprend pas vraiment de façon déterministe comment une prompt va avoir un output. Donc, il y a toutes ces questions-là. Le troisième pilier, c'est transparency and control. Donc, c'est toutes les questions de transparence, de compréhension. Donc, il y a tous les débats sur les modèles comme les Midjourney ou les générations d'images, de comment faire un peu des watermarks, enfin des marques pour dire voilà comment ça a été créé par un outil d'IA. Donc, quand tu vois une image comme ça, voilà, ça a été créé, c'est pas une image réelle, etc. Mais il y a aussi des questions, on pourra en parler un petit peu, avant Generative AI, une des grosses questions pour Facebook, et Instagram et Meta, c'était mais qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme? Qu'est-ce qui fait que l'algorithme Ouais. donne ce type de contenu? Et donc, il y a toute cette transparence d'algorithme qui est une grosse question. Euh, le quatrième pilier, c'est tout ce qui est fairness and inclusion, donc les biais algorithmiques, les stéréotypes. Effectivement, si un modèle est créé en utilisant les données d'Internet qui ont ses propres biais, et ben, le modèle va avoir ses biais inhérents. Et quelle est la bonne façon de gérer ça, de faire un développement de ces technologies qui réduit les biais de la bonne façon. Et le dernier pilier, c'est toutes les problématiques de gouvernance. Voilà, il y a des risques quand on développe des produits, donc au jour le jour, comment on fait en sorte que dans le développement de ces produits, les risques soient vraiment considérés du début, que quand il y a un nouveau risque auquel on ne s'attendait pas, comment on gère ça et comment on fait en sorte que ce jeu soit bien fait. Donc, ça, c'est un peu les 5 piliers. Donc, l'équipe en gros, il y a beaucoup de chercheurs, qui sont experts dans ces 5 domaines. Il y a des ingénieurs, il y a des designers, j'ai un chef éthicien qui est plus les problématiques d'éthique et faire en sorte que voilà, on regarde pas juste les problématiques de façon technologique. Évidemment, plein de product managers pour gérer à la fois les produits technologiques, mais aussi l'intégration avec tout le reste des produits chez Meta. Et Du c'est coup, un peu voilà le boulot. c'est un peu ça, en fait, votre boulot. C'est Meta sort pas mal de produits tech, enfin, produits IA. On peut en parler, on peut peut-être évoquer quelques exemples. Et vous allez venir un peu vous greffer à ces produits, vous assurer que ça respecte ces 5 grands principes. Ouais. Euh, voilà. Comment est-ce que tu peux nous donner un exemple, tu vois, de projet un peu sur Ouais. lesquels vous intervenez et l'impact que vous avez? Ouais, et je pense on peut aller, je sais pas, soit on fait un non-generative AI use case, ou soit on fait generative AI, comme tu veux. Je pense que ça Euh, intéresse pas mal du côté de Plus la Gen generative AI, AI. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alors, sur Gen AI, il y a eu pas mal de choses dans les mois derniers. Effectivement, on a eu deux grosses choses qui sont deux gros lancements. Il y a eu le moment Llama 2, donc vraiment notre LLM qu'on a open source. Ouais. Sur Euh, Hugging Face, je crois. ouais, et qui est disponible sur plein de cloud providers, etc. Je crois que les derniers stats il y a eu plus de 30 millions de downloads. Voilà, les chercheurs, les entreprises, etc. Donc, il y a vraiment une explosion d'accès à ces technologies. Et donc, la grosse question, c'est voilà, ces technologies-là sont encore jeunes, et une des premières questions, c'est OK, on va donner ça à des développeurs. Les développeurs, comme tu m'expliques là, c'est
qu'est-ce que ça veut dire responsible AI? Donc, une des premières choses, c'est en gros quelle est la recette, quoi. Donc, on a publié ce Responsible Use Guide, qui est un peu voilà les différentes choses qu'il faut faire si on veut déployer un modèle dans un système. Parce que quand on open source un modèle, bah, ce modèle, il n'est pas utilisable directement. Il va être soit fine-tuné, soit mis dans un produit plus grand ou dans une interface, etc. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire pour rendre ce déploiement safe. Donc, ça, c'était un peu la fondation qui était aussi très utile pour nous-mêmes quand on a mis en place nos propres produits, parce qu'on était encore en train aussi de dire, voilà, quelles sont les différentes choses qu'on a fait. En termes de substance de ce qu'on a fait sur les produits, donc il y a toutes ces questions ça s'appelle red teaming, ou c'est adversarial testing, en gros, c'est essayer avant le déploiement, essayer de tester les scénarios de façon vraiment adversariale pour savoir est-ce que si vraiment on essaie à un modèle de produire une bombe, est-ce qu'il va vraiment y arriver si on essaye de lui demander de plein de façons différentes avec toutes ces questions de prompt engineering? Parce qu'encore une fois, ces technologies ne sont pas complètement déterministes et donc il faut avoir plein de techniques qui sont très complexes. Il y a pas mal de choses qui requièrent de la recherche fondamentale. Voir comment en gros tester qu'un modèle vraiment, voilà, même s'il y a quelqu'un qui veut vraiment casser le modèle, est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas? Donc, on a plein d'experts en interne qui font ça. On a plein d'outils qu'on met en place pour, si on trouve une prompt qui va un peu casser le truc, on l'augmente avec tous les types de prompt engineering automatiquement pour pouvoir tester. Et après, on a fait même des conférences. Il y a DEF CON, qui est la grosse conférence de security. Donc, il y avait plus de 1000 hackers qui sont allés sur le modèle et qui ont essayé de tout casser. Et pour voir vraiment est-ce que c'est robuste. Donc ça, c'est deux exemples ça veut dire que de choses. est-ce que ça veut dire que sur Llama 2, avant même de développer un peu ce modèle, vous partez de ces principes en fait qu'on pourrait qualifier de principes éthiques, quoi, privacy, safety, transparency, fairness et Ouais, gouvernance, pour les inclure vraiment, ouais. pour les inclure dans le modèle et faire en sorte que les développements respectent un peu tout ça, quoi. Ouais. Et donc Ok, voilà, sur Llama 2, typiquement, c'était quand on déploie un modèle qui est pre-trained, donc comment faire en sorte d'être clair sur tout ce qui est protection des données, privacy. Donc, il y a plein de choses qu'on fait en sorte que, voilà, comment il a été entraîné le modèle, est-ce qu'il y a des données d'utilisateurs dans le modèle, donc être vraiment clair sur qu'est-ce qui est dans le modèle, qu'est-ce qui n'est pas dans le modèle. Et toutes les problématiques de testing. Donc, on a un Llama Chat qui est un des modèles fine-tunés pour chatbot. Donc, celui-là, on a fait du red teaming pour faire en sorte qu'il soit safe. Euh, euh, il y a toutes les questions de transparence. Donc, on a un gros research paper pour tous les chercheurs pour décrire évidemment toutes les techniques qu'on a fait, tous les benchmarks qu'on a testés et avoir un peu toutes ces données-là. Même, il y a plein de choses qui viennent avec Llama 2, qui sont les poids qui sont utilisés. Donc, il y a plein de transparence là-dessus. Euh, et donc voilà, c'est le type de choses. Et évidemment, le développement a été fait avec voilà, des équipes responsible AI depuis le début du développement pour faire en sorte que on pense à tous les types de risques du début jusqu'à la fin et vraiment documenter voilà, quels sont les types de risques qu'on a considérés, qu'est-ce qu'on a mis en place et quelle est notre vue sur les risques qui restent et qu'est-ce qu'on peut faire après encore pour améliorer. Et là, on a le sentiment que vous accélérez vraiment côté projet AI. Il y a eu la conférence, il y a eu Connect récemment. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous sortez là comme projet AI? On a vu des choses passer. Qu'est-ce qui est phare Ouais. là dans vos projets? Ouais, bah alors effectivement, il y a eu la phase un peu open source. Donc Llama 2, après avec ChatLama et CodeLama, donc c'est un peu les versions de Llama 2. Et il y a eu la vague un peu de produits quoi, ou d'expériences qui sont sur nos intégrés dans WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, les Ray-Ban glasses qu'on a, tout ce qui est MetaQuest, etc. Et donc Donc, quelque chose phare, on a un peu un assistant. Donc, une des grosses visions sur l'IA qui est peut-être un peu différente des autres boîtes, c'est
on pense qu'il ne va pas y avoir un seul IA avec lequel on va interagir qui va être un peu le super IA. Je pense qu'il va y avoir plein d'intelligences artificielles qui vont être. Ouais. Bah, chaque créateur va avoir sa propre intelligence artificielle qui va permettre d'interagir avec ses fans de façon plus distribuée ou avoir un peu des expériences un peu plus ludiques ou créatives. Euh, on a introduit ces characters donc, qui sont un peu des. Vous Euh, avez une IA Snoop ouais. Dogg. Voilà, on a une IA Snoop Dogg Vous avez une IA Snoop Dogg. mais qui est un Dungeon Master. Donc, en gros, c'est Snoop Dogg qui te fait ton Donjon et Dragon. Donc, tu peux sur Messenger, tu peux envoyer des messages et il te dit, voilà, il faut aller combattre le dragon, quel type de personnage c'est. Donc, ça, c'est un peu une des expériences qu'on essaie. Voilà, c'est quels sont les. Il y a un peu l'IA de base, quoi, l'assistant, un peu le chat GPT, on peut lui poser des questions, etc. Mais il y a aussi toutes ces questions-là de, voilà, est-ce que je veux parler avec Marc Aurèle ou avec Jane Austen, ou est-ce que je veux parler avec un Dungeon Master qui est un peu joué par Snoop Dogg. Donc, il y a aussi, c'est un peu comme des acteurs, quoi. Donc, c'est un peu ces nouveaux types d'expériences que cette technologie-là permet. Et donc, on teste un peu, voilà, toutes ces expériences-là. Euh, il y a évidemment toute l'intégration de ces technologies-là dans les lunettes les, les smart glasses, qui commencent à être, ça commence à être intéressant d'avoir vraiment cet assistant-là qui permet de reconnaître ce qui se passe, de pouvoir parler et d'interagir. Et c'est là aussi, je pense que sur les technologies de AI Assistant, intégrées dans ce hardware-là, le type de use case devient très intéressant. C'est assez, comme tu disais, c'est assez unique comme vision et ça diffère un peu de d'autres types de visions, notamment chez Apple, chez OpenAI ou chez Google, autour de l'IA. Moi, je pense que, enfin, peut-être ce qui va intéresser un peu, il nous reste à 3 à 5 minutes, mais ce qui va intéresser, c'est un peu aussi comment est-ce que tous ces nouveaux modèles de langage, ChatGPT et de manière générale l'IA, comment ça impacte finalement le métier de product manager, quoi. Mhm. Est-ce que ce sont des choses avec lesquelles on va de plus en plus devoir composer? Est-ce qu'on va se faire remplacer? Comment est-ce que ça nous impacte aujourd'hui? Ouais, alors, je pense que une des grosses choses que j'ai déjà vues, la technologie, c'est encore très tôt, hein. Franchement, les use cases, les startups, les produits sont encore en phase de développement. Donc, je pense que dans l'année qui vient, on va vraiment voir qu'est-ce que la technologie permet vraiment de faire vis-à-vis des problèmes qu'on connaît. Le compute est assez compliqué, les hallucinations sont assez problématiques. Enfin, il y a plein de problématiques où on ne sait pas encore exactement quel est le type de qualité et de coût qu'on va pouvoir faire, mais je pense qu'il va y avoir vraiment cette explosion des expérimentations autour de ça. Et donc, je pense que voilà, c'est encore un peu tôt. Mais une des choses moi, qui est assez claire et qui impacte vraiment le boulot de PM, c'est que les ingénieurs sont beaucoup plus efficaces. En termes de coding, euh, ouais, j'ai pas mal des ingénieurs de mon équipe voilà, qui disent bah, je suis 2, 5, 10 fois plus productif. Surtout sur des choses qui itèrent pour faire plein de tests, par exemple, pour Mm, pouvoir mm, gérer, mm, voilà, mm, mm. je veux faire des tests de mon code sur plusieurs rotations d'expériments. Ça marche très, très bien. Toute la documentation, toutes les choses que vraiment un ingénieur un peu junior, il avait une différence avec un senior parce que juste, senior ont plus d'expérience avec le langage, en gros. Mais quand un large language model qui t'aide, bah, en gros, le junior engineer, il peut être plus fort qu'un senior G parce qu'il n'y a pas cette différenciation un peu de connaître le langage. Euh, donc ça, c'est vraiment assez puissant. Euh, et je pense de façon générale, pour les PM, c'est un peu un shift de plateforme, quoi. Donc c'est comme quand c'est passé de web au mobile, où un peu tous les modèles mentaux de à la fois comment créer un produit et quel type de use case, quel type d'interface utilisateur, toutes ces choses-là sont en train de changer. Et donc, je pense que c'est une bonne façon de penser à ça. C'est un peu un shift de plateforme. Et donc, ça veut dire que la plupart des modèles mentaux de comment on déploie des produits va changer parce que cette technologie-là va s'infiltrer euh, pour, pour,
pour que les expériences soient fondamentalement différentes. La façon de développer le code ou de développer les produits va être différente, etc., etc. Donc, je pense que ça va beaucoup changer le boulot. En termes de remplacer le boulot, je pense que, je sais pas, c'est pas encore très bon pour créer une On n'y est pas roadmap ou encore, des quoi. goals. C'est très bien pour quand on connaît pas un sujet, de bien rentrer dedans, quoi. Euh, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il y a un truc que souvent les gens c'est pas trop, c'est les system prompts. Donc, tu peux mettre sur ChatGPT, par exemple, tu peux mettre ta propre prompt, system prompt qui peut te décrire un peu quelle est ta façon de penser ou quelle est la façon dont tu aimes bien interagir. Donc, tu peux mettre un peu ces system prompts et la personnaliser à la façon dont tu réfléchis, quoi, pour que ce soit encore plus efficace. Donc, C'est ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses pour aller dans un sujet nouveau, quoi. c'est vrai qu'on on voit les aspects positifs, et notamment sur le job, de plus en plus. Tu parlais de productivité et notamment côté ingénieur. Il y a pas mal de petites questions quand même sur le chat qui se posent et je pense que ça reflète un peu l'état de la, voilà, des craintes dystopiques autour de ça. Et de l'IA, c'est typiquement, tu vois, le risque d'utilisation de l'IA lors des prochaines élections aux US. Euh, Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu fais attention, vous allez regarder, notamment dans ta team Responsible Ouais. AI? Moi, je suis content que tu mentionnes les risques sur les élections qui viennent dans 3 mois et pas le AI takeover de Terminator, quoi. Parce que je pense C'est que c'est Fiona, une. c'est pas moi, hein, pour info, c'est Fiona qui Ok, pose cette super. excellente question. Et je pense que c'est un peu ça. Voilà, évidemment, il y a des risques sur cette technologie-là. Et je pense qu'il y a un des gros débats, c'est est-ce que c'est les risques qu'on connaît déjà qui vont juste s'accélérer. Donc, effectivement, sans Generative AI, voilà, des attaques sur les élections, des informations, manipulation, etc. Donc, ces choses existent déjà. Donc, là, un des gros focus, c'est voilà, comment faire en sorte que euh, pour les prochaines grosses sélections, et c'est pas juste les US, hein, c'est dans plein de pays l'année prochaine, comment faire en sorte qu'on ait les bonnes défenses. Une des meilleures défenses, c'est avoir des meilleurs modèles de Generative AI, hein, parce que Mm, mm, voilà, mm, les mm. acteurs sophistiqués auront ça. Donc, une des bonnes façons de détecter ce type de contenu, c'est d'avoir des outils comme ça. Toutes les techniques de watermarking que j'ai décrites, un peu de dire, voilà, c'est été créé par de l'intelligence artificielle et avoir ça sur l'image, ce qu'on a mis sur nos modèles de génération d'images. Ça, c'est aussi une des choses qui est importante, de faire en sorte que voilà, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, euh, qu'est-ce qui est authentique va être important et une grosse question. Et c'est compliqué parce que voilà, il va y avoir beaucoup plus de plus en plus de contenu généré par l'IA. Donc, comment gérer ça? Euh, et voilà, et donc il y a un peu aussi ce débat entre les problématiques court terme, qu'on sait que ces risques existent, et juste la question, c'est comment Generative AI va changer ça. Euh, et comment répondre à ça. Et après, il y a un peu les questions de voilà, mais est-ce que plus personne ne va avoir de job? Est-ce que, voilà, est-ce que les AI vont prendre le contrôle, etc. Euh, qui est un peu l'autre côté. Donc, souvent, voilà, parfois les gens sautent à ces scénarios-là sans penser aux risques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à ces scénarios-là. Mais c'est important de vraiment réfléchir sur voilà, quels sont les vrais risques qu'on peut vraiment décrire de façon précise, comment ces risques peuvent se matérialiser et quelle est la bonne façon de les approcher. Donc, c'est un peu tout ce boulot de vraiment réfléchir à comment un risque peut se mettre en place dans un système et avoir les bonnes défenses en place. On commence à avoir dépassé et je vais pas trop te prendre plus de temps ni à vous tous qui êtes là. Vous étiez, on est monté à un peu plus de 250-300 personnes, je crois. C'était passionnant comme talk. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire là dans le chat, ce que vous en pensez. Euh, avant de partir pour l'apéro ou pour rentrer chez soi. De toute façon, il y aura le replay demain. Vincent, j'ai une dernière question pour toi. Là, c'est un monde qui change. On le voit, ça a été le reflet de toute notre discussion sur la sustainability, sur l'IA, sur les jobs,
la crise de l'investissement. Enfin, est-ce que tu as un conseil pour les product people pour naviguer dans tout ça, là sur 23-24, en C'est 30 secondes? petite question jusqu'à à la fin. Je pense essayer de continuer à vraiment essayer d'apprendre et être flexible, quoi. Je pense que la flexibilité, c'est peut-être c'est un des skills du PM. On parlait de product sense execution, c'est être capable de s'adapter vraiment et de réfléchir à une nouvelle situation from first principles, quoi. Je pense que c'est une des choses qui est vraiment un bon PM, c'est bien faire ça. Et je pense que dans un monde qui change en permanence, bah, ça se force à repenser les choses et pas essayer d'avoir les idées préconçues et s'adapter. Donc, je pense qu'il faut être très adaptable, quoi qu'il arrive. Ces choses-là arrivent très vite. C'est pas clair à quel point tout va marcher, tout va pas marcher. Est-ce que ça va faire un plateau? Est-ce qu'il va y avoir encore une innovation qui va faire que ça va encore s'accélérer? Et évidemment, on vit dans un monde qui n'est pas hyper stable. Mm. Euh, Mm. donc, je pense que c'est voilà, cette flexibilité de continuer d'être curieux, de continuer d'apprendre et continuer de vraiment pas avoir d'idées préconçues, surtout quand les choses peuvent changer de façon fondamentale. Donc, c'est un peu ça, je pense, ouais, le mantra que j'essaie d'utiliser au jour le jour. Quand est-ce qu'on aura le chatbot de Vincent sur Meta, Peut-être, histoire d'avoir je des sais pas, je conseils un pense peu, pas tu que je vois. serais aussi populaire que Snoop Dogg en Dungeon Master. Euh, mais peut-être pour les Américains, un chef français avec un accent français, peut-être ça marche bien. Ouais, on sait jamais, Mais je on sait pense qu'il y a jamais. cette question-là, oui, est-ce que tout le monde va avoir son IA un peu personnalisé qui va permettre de gagner du temps, d'interagir, etc. Mais avec aussi toutes les questions que ça pose en termes de Ouais. quel est le type d'interaction qu'on va avoir dans ce monde-là. Donc, En tout cas, c'est super excitant. C'était super passionnant. Beaucoup de retours qui nous le disent dans le chat. Merci beaucoup, Vincent. Euh, ouais, merci. J'espère que on aura l'occasion de te réinviter d'ici quelques années pour un peu faire le bilan, revenir là-dessus et voir comment est-ce qu'on a Ça pu marche. avancer. Ça se trouve, tu nous enverras ton IA à ce moment-là. Je te souhaite une excellente journée. On vous envoie Ouais, le toi aussi. replay. Bonne soirée tout le monde. Merci Vincent encore une fois et puis à très vite. Bye bye.